vous remercie d'être venu chez nous, que c'est de toute façon celle qui sera le plus pratique, et nous avons nos deux dermatos qui vont nous montrer toutes les choses qui pourraient vous motiver à envoyer vos patients les voir. Donc un petit mot sur l'ICPF, parce que quand on fait de l'intervention et qu'on demande aux gens est-ce que vous connaissez l'ICPF, ils nous disent non. Et il est rare qu'ils nous disent oui. Quand on leur demande savez-vous à quoi on sert, ils disent non. Donc on fait plein de choses. On fait de la gestion des dépistages et de la prévention. Ça c'est un pôle. On s'occupe aussi du registre des cancers. Donc on recense tous les cancers qui surviennent en Polynésie pour avoir idée de ce qui se passe ici et d'adapter les politiques en fonction de ce qui se passe ici, pas en fonction de ce qui se passe dans les hexagone. Et les nouvelles activités, puisque ça, ces deux activités, on les a récupérées de la direction de la santé quand l'ICPF a été créée. Et les nouvelles activités, c'est la coordination du soin et du patient, la recherche clinique, pour participer donc à toutes les recherches qui se passent en France dans les centres anticancéreux, parce qu'on est en lien avec eux, avec Unicancer Recherche, on fait partie d'un réseau, et pour faire des recherches localement en Polynésie. Et donc, ce que vous avez peut-être vu, un laboratoire d'anapath qui a été inauguré au mois de janvier, qui permet de faire les examens sur place et de gagner pratiquement plus d'un mois pour l'obtention des résultats. Alors, le cancer de la peau, il fait partie des cancers qu'on peut éviter, qu'on peut dépister et qu'on peut guérir. Donc ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Il y a des cancers, on arrive trop tard. Il y a des cancers, on n'a pas de moyen de les dépister avant qu'ils apparaissent. Et donc, si on le dépiste tôt, ce cancer de la peau, avec un traitement simple, donc l'enlever, on va guérir, sans avoir besoin d'autres traitements. Donc je vais laisser la parole à Emmanuel, qui est l'infirmière de prévention, qui travaille avec moi dans le pôle dépistage. Parce que donc, les cancers, certains sont évitables, d'autres sont liés à des facteurs cadavériques. Effectivement, donc là, moi je vais parler des cancers en général. On a le chiffre qui est important ici, donc là c'est toutes les causes possibles du cancer. Il y en a deux qu'on ne peut pas forcément éviter, donc c'est toute la partie génétique ou la partie de l'âge, parce que plus on vieillit, plus on a de risques de développer un cancer. Mais il y a surtout les 40% qui sont très importants, les 40% par rapport à notre comportement. Parce que l'OMS estime que quasiment 40% des cancers pourraient être évitables grâce à notre comportement. Donc quel comportement avoir? C'est le fait de manger correctement, le fait de ne pas être sédentaire, donc de bouger. Quand je dis bouger, c'est simplement aussi faire une balade, marcher, et voilà, ne pas rester sédentaire, ne pas fumer, ne pas boire de l'alcool. Donc, grâce à ces comportements-là, vous pourrez éviter près de 40% des cancers. Ensuite, il y a toute la partie autre, qu'on ne sait pas forcément, tout ce qui est exposable, à quoi on est exposé depuis le ventre, depuis quand on est dans le ventre de notre mère jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas du tout exactement comment le stress réagit sur nous, comment la pollution réagit, tout ce qui dit les perturbateurs endocriniens, etc. Donc tout ça, c'est une partie qu'on ne connaît pas encore exactement sur les causes pour le cancer. Donc par rapport au dépistage, on a deux types de dépistage. Des dépistages qui sont personnels, c'est-à-dire que c'est vous en fonction de ce que vous vivez, donc facteur de risque, vous voyez avec votre médecin qui décide de vous faire un dépistage. Ou alors on a les dépistages systématiques. Ici, on a deux dépistages renforcés. Donc on a le dépistage pour le cancer du sein. Depuis le début d'année, on a changé les âges. Avant, c'était à partir de 50 ans. Maintenant, c'est à partir de 45 ans jusqu'à 74 ans révolus, tous les 2 ans. Donc c'est gratuit pour les femmes qui entrent dans cette tranche d'âge. Ensuite, on a le dépistage du cancer du col de l'utérus qui est aussi gratuit puisqu'il est pris en charge par nous. Donc de 25 à 30 ans, c'est un frottis à faire tous les 3 ans. Et à partir de 30 ans, c'est un test HPV. Donc pour les femmes, le geste il reste complètement le même. Ce qui change, c'est simplement l'intervalle. Au lieu de faire tous les 3 ans comme une frottis,
le test HPV est à réaliser tous les 5 ans. Donc ça, c'est les deux dépistages que nous, on prend en charge. Et tout ce qui est autre dépistage, donc comme on parle aujourd'hui, les examens pour le cancer de la peau, les examens pour le dosage PSA, le cancer de la prostate, etc. Ça, c'est vraiment de l'individuel et malheureusement, le CPF ne prend pas en charge ce type de dépistage. Aujourd'hui, on organise ce premier séminaire pour des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé. L'année dernière, on a fait professionnels de santé, cette année. Donc il y a eu un séminaire pour les professionnels de santé qui parlait beaucoup du traitement. Et là, on fait un séminaire justement pour tous les gens qui sont en contact avec la peau de leurs clients et qui peuvent être de véritables relais pour nous. Donc là, c'est tous les journées qu'on a fait depuis 2023, les séminaires, les éléments ludiques qu'on a développés pour justement sensibiliser les gens au risque du soleil. Et aussi, voilà, ça le rappel des autres dépistages. Donc pour nous, les cibles, c'est 11-14 ans, garçons et filles, pour la vaccination contre l'HPV. 25-64 ans, les frottis pour le dépistage du cancer du col. Et 45-74 ans, les mammographies. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à le brillant Bernard Cheval. Ouais. Bon, bonjour à tous, on se présente, peut-être que vous connaissez les noms. Moi, je suis Dr Louise et Dr Roy Bayenne. On est ravis que vous soyez là. Donc, on a vu un petit peu, il y avait les pharmaciens, les infirmières, c'est ça, ma sœur. Ouais. Est-ce qu'on a des tatoueurs? On a vu qu'elle n'avait pas encore inscrit. Non. Des esthéticiennes aussi et coiffeurs. Okay. Qui a infirmier pour voir? Ok. Après, du esthéticienne? Ok. Après, pharmacien? Ok, voilà. Après, il y a des professions. Ok, et podologue. Donc, c'est vrai qu'on avait essayé, en fait, on avait parlé avec Gaillon en disant que c'est intéressant de former des gens qui ne sont pas en médecine, qui n'ont pas fait forcément des domaines de cours, parce qu'en fait, les médecins, on leur a dit, ils connaissent, ils savent un peu, et que vous voyez beaucoup plus souvent les personnes nues que le médecin généraliste et que le spécialiste. Beaucoup plus souvent en petite que nu. Et le rapport au corps est beaucoup plus proche, puisque c'est des masseurs, que nous, et que finalement, très souvent, les patients ils nous disent ben là je viens parce que mon esthéticienne m'a dit que ça c'était pas joli. Alors peut-être que c'est rien, c'est pas grave, parce qu'en fait il n'y a rien à l'endroit où on montre, mais ailleurs il y a quelque chose. Et donc du coup ça fait un premier pas dans le détail avec les alentours, et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de montrer tout ça, et que vous, il y a fait des grandes lignes, et même si à la fin du topo vous ne savez pas exactement tout l'anesthésie, on ne demande pas de dermatologue à la fin, mais de ne pas passer à côté de quelque chose auquel il faudrait envoyer par la nature. Voilà. Donc, actuellement, on est donc, au mois de mai, c'est le mois de sensibilisation justement nationale au cancer de la peau. Et donc, le slogan, c'est « En mai, on sauve sa peau ». Bob Marley est mort le 11 mai. Est-ce que vous savez de quoi? Il est mort en fait d'un cancer, d'un mélanome en fait sous-inguéal au niveau du pied, qui avait été pris d'une blessure de football et qui a été diagnostiqué beaucoup trop tardivement. Donc voilà, c'est tout l'enjeu en fait, c'est diagnostiquer le plus tôt possible les cancers et ne pas les prendre pour justement des choses bénignes à temps. Pour quelques chiffres pour commencer, donc le cancer de la peau, c'est vraiment l'un des cancers les plus fréquents, tous les cancers confondus. Le basocellulaire, dans ce dont on parlera un peu plus tard, va toucher 150 personnes sur 100 000 habitants. Le mélanome qui est beaucoup plus agressif, malheureusement beaucoup moins fréquent, touche à peu près 20 personnes pour 100 000 habitants.
Le nombre de cancers de la peau a vraiment augmenté depuis 1990 et ce serait lié donc, à une exposition croissante, directe et indirecte aux rayons UV du soleil. Donc, quels sont les facteurs de risque des cancers cutanés? L'exposition solaire importante est vraiment le principal facteur de risque, et notamment durant l'enfance, puisque les enfants ont une peau qui est plus immature et beaucoup plus sensible aux UV. Et puis donc les antécédents de nombreux coups de soleil. Ensuite, dans les autres facteurs de risque, il va y avoir bien sûr le fait d'avoir une peau claire, le fait d'avoir plus de 50 grains de beauté, le fait d'avoir des antécédents familiaux, surtout au premier degré de mélanome, et le fait d'avoir déjà eu un premier cancer de la peau diagnostiqué. Donc, les UV ont vraiment un rôle majeur. Ils sont responsables de 8 cancers de la peau sur 10. Donc les peaux claires sont les plus vulnérables, mais nous en fait en dermato, on évalue en fait le type de peau et le risque en fait au cancer cutané en parlant donc de phototype. Donc on parle de phototype 1 pour les peaux vraiment claires, les peaux très blanches qui ont souvent des taches de rousseur et qui vont systématiquement prendre des coups de soleil. Donc bien sûr ces phototypes-là sont les phototypes les plus à risque. Le phototype le plus mat, le plus foncé, c'est le phototype 6, qui prend des coups de soleil de manière exceptionnelle, mais même les peaux mat, même les peaux noires, peuvent développer des cancers cutanés. C'est vraiment important d'avoir cette notion. Donc, le soleil, qu'est-ce qu'il va induire? À court terme, donc, il entraîne des coups de soleil, essentiellement liés aux UV, et la répétition de ces coups de soleil va augmenter donc, le risque de cancer cutané, surtout lorsque ça survient durant l'enfance et l'adolescence, comme je vous l'ai dit. Et puis à long terme, en fait, ça va entraîner un vieillissement cutané prématuré de la peau, et ça c'est souvent méconnu, mais la peau va vraiment être beaucoup plus sèche, beaucoup plus précocement dans la vie, moins élastique. Les taches, toutes les taches qu'on peut avoir, les lentillos ou quoi, sont vraiment favorisées par les UV, et une peau exposée fortement au soleil va aussi être ridée beaucoup plus rapidement. Et puis bien sûr, les cancers cutanés à long terme. Donc, nous en consultation dermato, vraiment, on va examiner le patient entièrement, parce que toutes les parties du corps, les téguments peuvent développer un cancer de la peau. Donc, ça va être la peau, y compris le cuir chevelu, ça va être les ongles, et puis ça va être les muqueuses dans la bouche, au niveau du verre. Toutes ces zones peuvent être touchées par un cancer cutané. Et on va enseigner aux patients l'intérêt d'une autosurveillance, le fait de se surveiller. Là, ce qui serait idéal actuellement, c'est que toute personne se surveille tous les 3 mois, 5 minutes en fait, tout seul en fait, on s'examine la peau pour dépister et voir s'il y a des grains de beauté nouveaux ou des boutons nouveaux qui apparaissent. Et on insiste aussi sur l'importance d'une hétérosurveillance, donc par une autre personne, pour les zones qui ne sont pas visibles par le patient. Donc par exemple le dos, on dit demandez à votre conjoint de regarder, de vérifier s'il n'y a pas des grains de beauté nouveaux. Donc finalement la peau c'est un organe qui est facilement accessible, et pourtant en fait il y a encore énormément de cancers cutanés qui sont diagnostiqués beaucoup trop tardivement, parfois après plusieurs années d'évolution, alors que en fait la prise en charge précoce, c'est vraiment ça le plus important, c'est ça l'enjeu, c'est que en fait le mélanome c'est un cancer agressif qui peut entraîner des métastases, et donc plus le cancer, que ce soit un mélanome ou un carcinome, mais il est dépisté et retiré tôt, et meilleur sera le pronostic. Donc vraiment, les dépister le plus tôt possible, c'est l'enjeu. Donc c'est là qu'on a besoin de vous, parce qu'on veut vous sensibiliser justement au risque de cancer cutané, notamment au niveau des zones qui ne sont pas visibles par le patient. On veut vous informer des signes d'alerte qui doivent faire évoquer un cancer cutané pour signaler en fait finalement au patient une lésion que vous trouveriez atypique et l'inviter à consulter en fait son médecin traitant en premier relais ou alors directement le dermatologue. Bon. Voilà, donc l'objectif c'est que vous puissiez faire la différence entre un grain de beauté bénin, un débus, et un mélanome adulte. Donc, quels sont les signes d'alerte? Un grain de beauté différent des autres, on va les développer après, une tache qui change et une lésion qui saigne et qui ne cicatrise pas.
Le premier signe, c'est le signe du vilain petit canard. Donc l'objectif, en fait, c'est voilà, de dépister des grains de beauté qui vont être différents. Parce qu'en fait, chez un patient donné, même un patient qui va avoir des grains de beauté qui ne sont pas forcément complètement réguliers, souvent, un même patient va avoir une signature grain de beauté, c'est-à-dire des grains de beauté qui ont tendance à se ressembler à avoir un mère de famille. Et donc là où ça doit alerter, c'est quand il y a un grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres. Donc c'est pour ça qu'on parle du signe du vilain petit canard. Et souvent, en fait, c'est des taches qui attirent l'œil, en fait, hein, parce que voilà, elles sont différentes des autres grains de beauté. Donc la règle suivante, c'est la règle ABCDE, donc en fait qu'on apprend à nos patients. Donc c'est des critères, c'est un moyen mnémotechnique pour en fait pouvoir dépister donc, des lésions qui doivent amener à être examinées. Donc A c'est pour asymétrie, donc une lésion asymétrique. B c'est des bords irréguliers. C c'est plusieurs couleurs en fait au sein d'une même lésion. Et D c'est diamètre supérieur à 6 mm. Et finalement le critère le plus important c'est E, c'est évolutivité. En fait un grain de beauté qui change d'aspect d'autant plus que c'est rapide en taille finalement, en forme, donc les bordures, la couleur, le diamètre, ça doit alerter. Donc là par exemple ce sont des exemples, en vert les grains de beauté qui sont bénins et en rouge ceux qui sont suspects. Donc il y en a c'est pas forcément évident, hein, je suis d'accord, mais globalement ce qu'on voit c'est que voilà, ceux-là donc ça c'est des nélius dermis, des grains de beauté bénins qui sont bien ronds, une seule couleur. Pareil ceux-là ils sont plutôt blancs mais ils sont plutôt arrondis, plutôt de la même couleur. Je peux passer, et là c'est pareil. Alors Solène vous parlera un peu après de ces différents types de lésions, mais la différence par exemple entre ces taches-là et celle-ci, c'est que celle-ci, clairement, il y a quand même des couleurs différentes et puis des contours qui sont irréguliers. Donc là c'est pareil. Souvent ça inquiète le fait que ce soit des grains de beauté qui sont en relief, mais finalement c'est pas forcément ce qui nous inquiète le plus quand ils sont là depuis très longtemps en relief avec cet aspect comme ça un petit peu, comment dire, en chou-fleur, voilà, ceux-là en fait ils sont tout à fait rassurants versus voilà, non c'est bon, enfin, versus ceux-là qui eux vont avoir cet aspect plus rouge vif avec du noir, donc là ça doit alerter. Donc c'est pareil. Donc finalement, le fait qu'il y ait un seul critère, la combinaison de plusieurs de ces critères ou l'apparition d'un nouveau grain de beauté ne veut pas dire que c'est forcément un mélanome. Donc il ne faut pas non plus dire aux patients, enfin aux personnes que vous voyez, que voilà, vous pensez à un mélanome et que c'est suspect, mais ça justifie par contre l'orientation vers un professionnel de santé, le généraliste, le dermatologue. Donc le dernier signe d'alerte, ça va être en fait l'apparition d'un nouveau bouton qui persiste. Parce que souvent les patients, soit ça va être les carcinomes dont on va parler Solène, en fait les patients, en fait, ils vont voir apparaître un petit bouton qui leur fait pas forcément mal ou quoi, et du coup ils ne vont pas s'en inquiéter. Mais en fait, tout nouveau bouton, surtout plus on prend de l'âge, on va dire, hein, tout nouveau bouton, mais donc ici on a des cancers même dès la trentaine, hein, mais un nouveau bouton qui apparaît et qui grandit même progressivement, ça doit alerter, ça doit faire l'objet d'un examen. Et donc surtout là, quand il y a là c'est un aspect un peu plus sérieux. Donc, maintenant que vous savez bien expliquer, on va vous montrer les lésions. D'accord ? Je vais vous en montrer pas mal. Le but, je vous dis, c'est pas de savoir forcément ce que c'est, mais au moins avoir des idées. Il y a deux types de cancers différents. Il y a le mélanome et le carcinome. Le mélanome, il vient des cellules du bronzage, qu'on appelle les mélanocytes. C'est une tache, c'est un grain de beauté qui change. Il faut savoir que dans 2 tiers des cas, le mélanome ne survient pas sur un grain de beauté qui existe. C'est une nouvelle lésion. C'est important de savoir. Dans 1 tiers des cas, c'est un grain de beauté. Donc ceux qui mettent la crème que sur les grains de beauté, ça ne sert à rien. Il faut en mettre partout. Parce que j'ai déjà vu ça. La crème que sur chaque grain de beauté. 2 tiers des cas, c'est une nouvelle lésion. Okay, c'est une tache noire, ça peut toucher partout. Comme on l'a dit, la peau, les muqueuses, et je vous montrerai d'autres photos. Le carcinome, lui, c'est un cancer de votre peau, vraiment, du mur de votre peau. Donc ça peut être exactement sur toutes les zones, exposées le plus souvent au soleil. Le mélanome est dû au soleil, il y a une grosse part génétique, comme a dit Bailey. Les carcinomes, c'est le soleil, par d'autres facteurs, mais principalement le soleil. C'est votre peau qui dégénère parce que le soleil a tapé dessus tout le temps, et ça fait des gouttes, des plaies qui saignent, que je vais vous montrer après.
Pour vous expliquer le cancer de la peau, il y a le mélanome qui peut être grave, mais la plupart du temps, une fois que c'est opéré, c'est fini. On n'en parle plus. Donc on dit aux gens, vous avez un cancer, tout de suite, voilà, cancer de la peau. Le carcinome, une fois qu'il est opéré, c'est fini. D'accord? Le challenge, c'est de l'opérer avec les marges suffisantes, en totalité, pour être sûr que ça ne recommence pas. Pour le mélanome, on fait une première exérèse, après on regarde au microscope l'épaisseur, et on fait une deuxième chirurgie parce que c'est les recommandations. Dans la première chirurgie, on retire tout. Plus de cancer, plus de mélanome. Deuxième chirurgie, une reprise, on prend plus large, parce que le mélanome, il est fourbe, on traite, et lui, il peut recommencer 10 ans après, 8 ans après. D'accord? En fonction de l'épaisseur, plus il est épais, plus il peut recommencer. Le carcinome, c'est votre peau, votre mur qui est abîmé. Lui, il envoie beaucoup moins de métastases. Une fois que vous l'avez retiré, c'est fini. On prend les marges nécessaires. Plus le cancer, le carcinome, il est agressif, plus on prend large. Plus c'est un petit cancer bien, on va dire, délimité, on prend des petites marges. Donc ça, je vous ai montré le tuto, je vais vous montrer l'autre pour vous montrer que d'une petite lésion, parfois on se retrouve à faire des sacrées cicatrices. Parce qu'il y a la lésion, et il y a les marges qu'on prend autour, et donc ça fait des grosses cicatrices. D'où l'intérêt de diagnostiquer tôt. Parce que quand on est dans des zones sur le nez, c'est un peu embêtant. Donc si la lésion elle était venue 6 mois avant et qu'elle était toute petite, on n'entaillait pas l'aile du nez. Alors que là, on est obligé de couper et d'entailler l'aile du nez. Là, c'est pareil. Dans l'œil, pour ce basocellulaire qui évolue depuis 10 ans, c'est un peu dommage parce que là, il y a toute la paupière qui est atteinte. Si encore on l'avait diagnostiqué avant pour la petite croûte qui saignait, on n'aurait pas besoin de faire des chats complexes. Et là encore, dans le canthus de cette dame, ça va. Là, on a pu fermer par une greffe de peau. On attendait un peu plus longtemps, ça devenait plus complexe. On avait la paupière et le bas. Les carcinomes, ils évoluent très lentement. Ça évolue, ça dépend en fait. Les hypermoïdes, donc je vais vous montrer. Ça évolue lentement. Donc si on prend précocement, on retire et c'est fini. Okay. Donc pour vous montrer les risques, le mélanome, lui, il est plus fort, je vous ai dit, il est plus méchant. C'est-à-dire qu'on le retire, mais il peut faire des récidives. Il peut faire des récidives locales, comme cette dame-là sur la joue qui a été opérée, à distance, dans des ganglions ou dans des organes. Le carcinome épidermoïde, lui, le plus souvent, il recommence à l'endroit où il a été opéré, et dans le pire des cas, on va dire, pour des carcinomes épidermoïdes, dans le ganglion. D'accord? Il peut aller dans des métastases ailleurs, mais c'est des gros carcinomes qui grignotent tout le visage. La plupart du temps, une fois que c'est opéré correctement, avec des bonnes marges, et qu'on ne retrouve plus de lésions cancéreuses dans l'analyse du microscope, c'est fini. D'accord? Donc après, on surveille les gens, pas tant pour cette lésion, mais pour toutes les autres qu'il peut y avoir aussi, parce que si on a une fois un cancer, un carcinome, on a plus de chances d'en avoir 2, 3, 4, parce qu'on a un risque. Hop, le nez qui s'est décalé un peu. Donc, pour vous montrer les différences entre le basocellulaire et l'épidermoïde, c'est deux types de carcinomes. Le basocellulaire, c'est le plus gentil des carcinomes cutanés, et l'épidermoïde, il est un peu plus dangereux, il peut aller dans les ganglions. Ça ressemble à quoi? Voilà. Pour le basocellulaire, c'est un petit truc un peu translucide, blanc, nacré, qui brille, une petite papule qui apparaît, claire, c'est tout. Parfois, ça peut s'ulcérer, faire des creux et commencer à saigner. Et si on attend un petit peu trop, ça creuse carrément jusqu'à mettre à nu les structures sous-jacentes. Mais au début, ça commence juste par une petite papule transparente, un peu brillante, nacrée, avec quelques vaisseaux, mais surtout qui n'était pas là avant, et qui a tendance à grandir. Mais grandir sur combien de temps? Sur 6 mois, sur 8 mois, sur 1 an. D'accord? C'est pas en 3 mois que la lésion elle augmente, pour le baso. Pour l'épidermoïde, c'est plutôt des croûtes. On dit des lésions ulcéro-bourgeonnantes, c'est-à-dire ça grandit, ça s'ulcère, ça saigne, ça fait ça fait des croûtes. Et donc celui-là, l'épidermoïde va avoir pris de soi beaucoup de soleil depuis très longtemps. Les patients qui font des épidermoïdes sont plutôt de cette moyenne d'âge, 80-90 ans, et qui ont pris de soleil beaucoup, ou des gens qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire qui ont des traitements qui diminuent leur défense immunitaire, comme des greffés d'organes, ou des traitements immunosuppresseurs, ou des gens qui ont eu des zones d'irradiation, des choses comme ça qui sont plus à risque. Mais celui-là, le baso qu'on a vu, ça peut arriver à 35 ans. À 30 ans, on a des patients à 30 ans qui ont leur premier baso. Après, tous les 3-6 mois, ils en ont. L'épidermoïde, c'est vraiment plus une exposition prolongée, cumulée au cours des années. Il y a des formes qui peuvent être superficielles, je vous les montre parce que c'est intéressant. En fait, c'est une petite plaque rouge qui croûte, qui saigne. On a mis des crèmes hydratantes, on a mis tout ce qu'on veut, ça guérit pas, ça traîne, c'est des formes superficielles de cancer. On n'est pas obligé de les opérer, on peut mettre des crèmes. Mais ça, c'est quand même un cancer. Donc une plaque qui ne veut pas guérir, qui ne veut pas saigner, un bouton qui croûte, qui saigne, dans des zones d'autant plus qui prennent le soleil, c'est suspect. Comme vous avez dit, c'est ce qu'on dit 3 semaines, 1 mois. On dit aux patients, parce qu'en Polynésie, on est longtemps à cicatriser, mais une plaie, un robot qui ne guérit pas, on a 3 semaines, 1 mois, de toute façon, c'est bouche, il faut toujours un médecin ou un dermatologue s'il arrive à avoir un délai à temps. Pour l'épidermoïde, ça peut toucher les muqueuses. Donc au niveau génital, on peut aussi avoir des cancers de la peau pour l'épidermoïde dans la bouche ou dans les muqueuses génitales. Chez la forme de photo du conseil
sûr, on voit ça, on dit, oh là là, ça arrive. Sauf qu'en fait, quand on reprend l'histoire, ça fait déjà 1 an et demi, 3 ans qu'elle est là. Un mélanome, ça ne traite pas depuis 3 ans. C'est pas grave, mais ça pour montrer que les cancers de peau carcinomateux peuvent être tatoués et noirs. D'accord? Et d'autant plus quand les peaux sont foncées. Ce qui fait, c'est que ça ne pas, ça traîne, ça a tendance à grandir, mais depuis des semaines, des mois, des années. Et il y en a beaucoup qui arrivent à des stades avancés. Ça, c'est nos patients, en fait. C'est des gens qui traînent depuis longtemps, avant qu'ils s'en inquiètent. Qu'est-ce qu'il y a comme précurseur pour faire des carcinomes? Souvent, il y a des gens qui ont pris beaucoup de soleil. Pour les basos, on dit que c'est une exposition intense intermittente. C'est-à-dire classiquement, en métropole, bon là ils sont là, toute l'année, c'est celui qui va aux Antilles bronzer tous les hivers et l'été, et le reste du temps, il est à l'ombre, il peut tout à fait faire un carcinome basocellulaire. L'épidermite, c'est du soleil cumulé sur les années, et on voit les gens qui ont des signes d'exposition au soleil. Donc soit des taches sur la peau, soit des grandes taches, des lentilles qu'on montrera, ou ces taches-là, ces croûtes un peu blanchâtres. Je suis sûre que vous en avez vu chez vos clients. Donc c'est souvent sur les zones qui ont pris le soleil, les avant-bras. Le vertex des patients, ça s'appelle des kératoses actiniques. C'est des grosses croûtes blanches qu'on a du mal à décoller, en fait, et quand on décolle, ça peut saigner. Et donc ça, c'est dû au fait qu'on a tellement le soleil qu'au bout d'un moment, la peau, elle n'arrive plus à se régénérer, se former normalement, et elle fait des croûtes. Et si on laisse ces croûtes en place, longtemps, c'est-à-dire qu'elle s'abîme, la peau s'abîme, et ça fait des cancers de la peau qu'on appelle des carcinomes épidermoïdes. C'est pour ça qu'on dit que c'est des précurseurs. Et il y en a certains, ben c'est carrément toute une zone, comme les vertex des patients, donc plus de cheveux, leur dire de mettre des chapeaux, et pas des casquettes, parce que sinon on n'a pas les oreilles protégées, donc c'est des chapeaux pour protéger les oreilles et le cou, parce qu'on en a beaucoup de carcinomes des oreilles, parce que personne ne pense à mettre de la crème sur ses oreilles, on prend tous des casquettes. Et donc ça, c'est à force de prendre le soleil tout le temps, sur des belles zones. Les avant-bras des patients âgés ou le vertex sont tempérés souvent. C'est pas un cancer, mais si ça saigne, si ça commence à d'un coup gonfler, là il faut adresser sa source et devenir cancer. Donc par exemple, le carcinome, ça peut être partout. Donc dans la tête, ce monsieur, il a cette petite boule, on voit à peine, mais qui est quand même dans ses cheveux, une croûte qui saigne, qui ne peut pas guérir, qui a tendance à grossir, c'est un carcinome. On perd et c'est fini. Vous voyez une petite croûte après. Dans le doigt, on peut aussi en avoir sous les doigts. D'accord? Donc ça, c'est un cancer qui est sous l'ongle, un carcinome. Ça peut, c'est pas souvent pas diagnostiquer ça, mais c'est une verrue qui traîne, qui ne peut pas guérir. Ça peut être un cancer sous un gland. Donc ça, c'était pour tout ce qui est carcinome, donc le cancer du mur de la peau. Maintenant, on prend le cancer des mélanocytes, et celui du bronzage, qu'on appelle le mélanome. Il y a plusieurs types, je vais vous montrer vite fait. Donc il y a la forme d'abord superficielle. Il y a une forme superficielle, une forme nodulaire qui fait des boules. Voilà. Alors ça, c'est la forme superficielle. C'est le mélanome que vous voyez dans tous les trucs, la lésion classique du mélanome, c'est-à-dire c'est une tache pigmentée qui a tendance à grandir de manière superficielle, qui s'étend, hétérogène en couleur, avec les critères ABCDE que vous avez donné Valérie tout à l'heure. Quand on dit que ça grandit vite et qu'elle évolue, pour le critère E, c'est juste de rebondir ce qu'elle a dit, ça évolue. Ça évolue quand même, je vous montre des photos, parfois en 6 mois, 8 mois. C'est pas un truc qui en 1 mois, il y a la tache qui apparaît, qui grandit. C'est quand même les os qui est là et qui se change sur plusieurs mois. D'accord? Donc là, quand vous voyez cette dame, avec, je pense que si vous voyez ça sur la jambe, vos clients, quand même, vous tiquez. Donc, depuis combien de temps ça, cette lésion? Elle est quand même très foncée, très noire, un peu irrégulière, un peu en relief. C'est une zone que la dame ne voit pas forcément. C'est derrière sa jambe. Est-ce que vous regardez souvent votre arrière bas du molaire? Non. Donc en fait, même sur les pieds, on verra. C'est des zones qu'on ne regarde pas. Toutes les zones du dos, on se voit rarement le derrière. L'intérêt de dépistage, c'est de regarder aussi dans la glace pour voir son arrière du corps. On voit devant, mais pas ce qu'il y a derrière. Après, ça, c'est la forme nodulaire. Celle-là, par contre, elle va très vite. Contrairement à l'autre qui met longtemps à s'éteindre, celle-là, elle est explosive. C'est-à-dire qu'en 1 mois, il y a une boule noire qui apparaît, très très noire, qui saigne, qui s'ulcère. Mais souvent, ça, les patients, ils viennent consulter parce que c'est quand même apparu assez vite. Et il peut y avoir la forme très très traite, mais qui peut arriver où il n'y a pas de couleur. C'est achronique. C'est-à-dire que c'est pas pigmenté. Mais c'est quand même une boule qui apparaît d'un coup en 1 mois, qui grossit, qui saigne, qui n'était pas là. C'est pas normal. L'autre forme qu'il peut y avoir, c'est le dubreuil. Donc c'est celui qui ressemble à la tache de soleil que les gens ont les anticorps, mais c'est la forme cancéreuse de la tache du soleil. Il y a beaucoup qui disent j'ai des taches, est-ce que c'est des cancers? Non, la plupart du temps c'est le soleil qui fait des taches qu'on appelle des lentigos. Par contre, le dubreuil c'est le lentigo malin. Donc c'est une tache noire mais qui commence à grandir de manière hétérogène.
C'est-à-dire qu'il y a des côtés où c'est noir foncé, des côtés noir clair, et puis parfois ça peut même commencer à faire des petites boules. D'accord? Le lentigo qui est juste au soleil, la tache du soleil, elle ne fait pas ça. C'est-à-dire que la couleur est marron assez claire, on ne commence pas à avoir différentes couleurs de taches sur le visage, sur la même tache. Et la dernière, c'est le mélanome acro-lentigineux dont Bob Marley est mort. Et ça, on en voit beaucoup en Polynésie, parce que ça touche plus souvent les phototypes foncés, c'est-à-dire ceux qui ont la peau mate, à très très mate, voire même des patients qui ont la peau noire. D'accord? Celui-là, il n'est pas vu au soleil, parce qu'à un moment bronzé comme ça, donc c'est pas génétique. D'accord? Donc ça, c'est très important de regarder sous les pieds. Et à chaque fois, on fait retirer les chaussettes de nos patients qui disent « mais j'ai rien sous les pieds ». Oui, mais si moi, je ne regarde pas, personne ne va regarder sous les pieds. Donc il faut regarder sous les pieds parce qu'on en a beaucoup et qui sont traités comme des hématomes, comme des trucs, ça fait longtemps. Parce que cette forme-là de cancer de la peau, pour le coup, elle, comme la tache avant du visage, elle est très lente. Avant de devenir une boule et de commencer à pouvoir envoyer des métastases, ça peut durer 15 ans. 10 ans. Moi, si on dit que ça fait 15 ans que j'ai ça. Oui, mais sauf qu'avant, elle était comme ça. Et maintenant, elle est comme ça. Et puis bientôt, elle va faire la boule, et bientôt, elle va saigner, et puis bientôt, ça va être pareil que la petite boule que vous avez vue qui a mis un mois à apparaître. D'accord? Mais ça peut durer pendant longtemps. Du coup, ça n'inquiète pas les patients. Ça leur fait pas mal, c'est une tâche, et ça fait 10 ans qu'on l'a sur le pied, donc c'est pas grave. Mais ça, ce sont les authentiques mélanomes. Ah, petite question. Et dans la bouche, bon, franchement, j'en ai jamais vu dans la expliqué. Ouais, les mélanomes des muqueuses, dans les études. Ouais, ça existe. Au niveau de la bouche, toutes les muqueuses génitales, il peut tout à fait y avoir des mélanomes. Anal aussi, hein, et souvent c'est diagnostiqué très tard, parce que c'est diagnostiqué quand ça saigne, ça fait mal, quand ça sucère, donc c'est des formes avancées. Et dans les muqueuses, en plus, ça va très vite, voilà, après dans l'organe et dans le reste du corps. Donc, ça regarde. Là, vous êtes paniqués, tous les taches noires n'est pas un mélanome, d'accord? Donc il y a plein de choses qui sont fausses sur la peau qui ne sont pas des mélanomes, d'accord? On peut tout à fait avoir un grain de beauté sous l'ongle, on a le droit. C'est pas forcément un cancer parce qu'on a une tache sous l'ongle, c'est juste un grain de beauté. On peut avoir, comme un autre événement, plein de grains de beauté différents sur le corps, c'est pas que des mélanomes qu'on a partout, même s'ils sont tous un peu discordants. Les grains de beauté peuvent être bleus, c'est ce qu'on appelle des nébules bleues. Vous allez voir, certains, il y en a qui ont des grains de beauté qui font des petites boules bleues. Et quand on en a depuis combien de temps ils ont ça, ils disent pas qu'ils ont ça depuis un mois. Ils disent, oh, mais depuis que je suis ado, j'ai ça. Est-ce que ça grandit? Non, pas du tout. Et les peaux asiatiques, d'accord? Type côté peaux asiatiques ont facilement des nébules bleus, d'accord? C'est que le pigment il est profond. C'est pour ça que ça donne cette couleur bleue et non noire ni marron, parce que c'est profond dans la peau. Des nébules du chou-fleur, on vous a montré tout à l'heure, et parfois des nébules congénitaux, c'est-à-dire qu'un enfant naît déjà avec la grain de beauté. Ça ne veut pas dire que ça va venir un mélanome, donc souvent ils sont. À l'âge adulte, on les voit, ces nébules congénitaux qui sont plus épais, avec des poils souvent très épais, qui sont moches. En fait, ils sont depuis qu'ils sont petits. C'est pas un cancer, on ne peut pas avoir un cancer qui évolue depuis qu'on est petit. D'accord? Donc l'anamnèse est hyper importante. Depuis combien de temps cette lésion est là? Est-ce qu'elle a toujours été là? Est-ce qu'elle a changé? Les lentilles solaires qui sont dues au soleil, au coup de soleil des surfeurs, là, quand ils vont dans l'eau avec tout le haut du corps qui est bien exposé, qui est marqué, ça c'est dû à des coups de soleil, exposition solaire cumulée, qui ne pas plein de cancer de la peau, c'est une tache solaire. Et cette fameuse lésion, les croûteuses, un peu noires, je ne sais pas si vous avez déjà vu, qu'on appelle des kératoséboriques. Ouais. J'avais mis une petite vidéo, mais c'est pas passé sur PowerPoint, où on voyait avec l'ongle rater la lésion et ça se part. D'accord? C'est juste la kératine qui est sur le dessus de la peau, c'est pas un grain de beauté, c'est pas un mélanome nodulaire énorme, verruqueux qui est apparu. En fait, en touchant, c'est très granuleux et parfois ça peut même se décoller dans la peau. Le patient dit mais j'avais une lésion là et ben, elle n'est plus là. Le kératoséborique, le mélanome ne disparaît pas comme ça, d'accord? Et ça, il y en a beaucoup, et très souvent on nous adresse pour ça, en disant je crois que j'ai un mélanome dans le dos, c'est épais, c'est coûteux, c'est hétérogène, c'est pas grave. Au mieux qu'on voit, et qu'on dise que c'est un kératoséborique, c'est pas dangereux. Mais il y en a beaucoup, et donc c'est important d'avoir ça à l'œil. Et la forme cancéreuse noire, je vais mettre après, qui je vous ai déjà montré, le carcinome basocellulaire, mais tatoué, pigmenté. Ok? Je peux passer. Là, vous êtes perdu. Là, c'est une constellation de taches dans le dos, et vous ne savez plus, et là, vous sortez du séminaire, et vous massez le client, et vous dites, mon Dieu, là, qu'est-ce qu'elle m'a dit, je me souviens plus, il y avait là, il y avait là, c'est la cata, et là, vous êtes en panique absolue. Il faut lui dire, je pense que votre peau a beaucoup pris le soleil, ça serait peut-être bien d'aller voir un dermatologue. Parce qu'il y a des petites choses que je trouve pas très jolies, d'accord? On ne vous demande pas de savoir, même nous, là, on ne sait pas, on est avec notre loupe, on regarde tout un par un, qu'est-ce qu'il y a une kératose, qu'est-ce qu'il y a un carcinome. Parfois, on ne sait même pas, avant même de poser notre loupe, vous savez, notre dermoscope. Donc, on ne vous demande pas de savoir ça. Mais quand vous voyez ça, c'est une peau qui a vraiment beaucoup pris le soleil, qui a beaucoup de taches, un peu irrégulière,
un contrôle chez le dermato, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui vous alerte, il n'y a rien qui saigne, il n'y a rien qui a grossi rapidement, mais c'est bien quand même de faire un contrôle parce que ça, c'est des contrôles du soleil beaucoup trop, et donc du coup, qui sont à risque d'avoir des carcinomes. Et encore une fois, plus c'est diagnostiqué tôt, plus la cicatrice est petite, moins il y a de risque que ça recommence, localement ou à distance. Là, par exemple, cette dame que je vois, surveillance de grande beauté, on a partout, je dis, oh, celui-là, il est pas très très joli, c'est un peu irrégulier. Je le prends en photo, on revient dans 4 mois et on voit s'il a changé. Parce que nous, on utilise notre loupe. Donc on voit très bien dès qu'il y a le moindre changement, on ne voit pas la nuit. Je la revois 2 ans après. Et elle va revenir à son contrôle de 3 mois. Et là, du coup, la lésion chou est moche, c'est un mélanome qui a changé. À la nuit, on ne remarque pas comme ça. Mais là, on commence à voir qu'elle régresse, qu'elle s'est étendue, qu'elle est plus noire, plus irrégulière. Et c'est un peu dommage quand on dit aux patients. Quand on dit aux patients, celle-là, elle est pas. On ne peut pas tout retirer. Parfois, les patients me disent, retirez-la si vous avez un doute. Non, parce qu'on ne peut pas retirer tous les grains de beauté par prévention, ça ne veut rien dire. Il y en a, comme disaient nous, ils ont un air de famille, ils sont tous moches. Je dis, écoute, tes grains de beauté sont tous moches. Mais moi, ils le sont tous, tu vois. Mais celui qui est normal est presque plus inquiétant. On ne peut pas tout retirer. Donc, très souvent, on en a un contrôle. Nous, avec la loupe, si on voit que 4 mois après, il y a un petit truc par-ci, par-là, une toute petite modification, on le retire. Et du coup, on a des diagnostics pour le cancer du grain de beauté, le mélanome, très précoces. Et plus le cancer du grain de beauté, le mélanome est diagnostiqué tôt, plus il est fin, moins il y a de chances qu'il recommence. À des tout petits mélanomes, on dit on le retire, c'est fini. On n'en entend plus parler, il n'y aura plus de soucis, celui-là c'est oublié. Par contre, il faut que je le voie tous les ans pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. D'accord? Donc ça c'est important. Allez, je vais y aller au point. Donc, du coup, comment prévenir l'apparition de ces cancers, hein? Donc ça passe bien sûr par la photoprotection, donc se protéger au maximum. En Polynésie, c'est très compliqué, hein, sous les tropiques, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'éviter de s'exposer entre 10h, 16h, 15h, ça va dépendre des jours. Et bien retenir que l'exposition solaire, ce n'est pas qu'à la plage. Parce qu'en fait, souvent les patients me disent, non, moi je ne m'expose pas beaucoup, j'aime pas la plage. Mais en fait, jardiner dans son jardin, il y a des gens qui passent leur journée dans leur jardin, ça c'est de l'exposition solaire en fait. Et quand je leur demande, ils peuvent être dans leur jardin de 10h à 15h, sans chapeau, sans protection. Donc ça, c'est une exposition solaire très importante. Donc, ça va par les loisirs. Le sport aussi, les gens qui font beaucoup de sport s'exposent énormément au soleil. Et professionnellement aussi, ici, il y a beaucoup de professions extérieures qui, du coup, sont exposées tous les jours au soleil. Donc, quand on est en extérieur, on essaye de limiter l'exposition, de rechercher l'ombre. On favorise au maximum la protection vestimentaire, donc le port de lycra anti-UV, l'utilisation de ces solaires de chapeau à bord large. Alors, c'est vrai que c'est pas très à la mode, mais on essaye d'expliquer pourquoi c'est utile. Ça protège les oreilles et ça protège la nuque, ce que ne fait pas la casquette. Alors, c'est mieux une casquette que rien du tout, hein, mais voilà, c'est vrai que le chapeau, c'est quand même idéal si on veut être en extérieur de manière très importante. Et puis après, il y a l'application de crème solaire sur des zones qui ne peuvent pas être protégées par des vêtements. Donc, les enfants, ça doit vraiment, surtout en Polynésie, être la population qu'on protège le plus. Et on trouve que ça n'est pas assez fait, hein, de manière générale, que ce soit à l'école, que ce soit dans des activités sportives, et ça c'est quand même un problème. En théorie, il ne faut pas exposer d'enfants directement au soleil avant 3 ans. Je pense qu'en Polynésie, elle est très compliquée, hein, mais voilà, normalement c'est ça la recommandation. Et les enfants, quand on les expose à l'extérieur, il faut leur mettre des vêtements le plus couvrants possible et leur appliquer au niveau des zones non couvertes une crème solaire SPF 50 au moins 30 minutes avant toute activité extérieure, à renouveler toutes les 2 heures et à renouveler après chaque baignade en piscine, en mer. Chaque exposition solaire intense chez l'enfant va augmenter son risque de cancer cutané à l'âge adulte. Et pour le mélanome, la majorité des dommages UV responsables sont acquis avant l'âge de 18 ans. Donc vraiment, les enfants et les adolescents, parce que les ados, c'est encore plus compliqué d'agir sur eux, il faut vraiment essayer de faire de la prévention au maximum auprès d'eux. Donc, les petites idées reçues à oublier, le temps est nuageux, pas besoin de se protéger, c'est faux, puisque jusqu'à 80% des UV, l'UVA notamment, vont passer au travers des nuages. Donc même par temps nuageux, d'ailleurs souvent il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, les UV passent.
Donc, j'ai la pommade foncée, je ne risque rien. Bah, là, on vous a prouvé le contraire hein, par nos précédentes diapos. Donc, l'exposition aux UV a des dommages sur tous les types de peau. Un petit bronzage, c'est sain. En fait, pas vraiment. Hein. Il n'y a pas de bronzage sain. Le bronzage, c'est une réaction de la peau à ce qui est considéré comme une agression, donc les UV. Hein. Et donc, en fait, le fait de bronzer, ben, c'est quand même une peau qui est abîmée. Donc, c'est vrai que les gens aiment bien être bronzés parce qu'ils trouvent que ça fait plus joli. Et mais enfin, nous, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Donc, après, préparer sa peau au soleil, est-ce que c'est bien? Donc, il y a beaucoup de lobby qui est fait par rapport à ça, hein, notamment les compléments alimentaires qui permettraient de bronzer plus vite. Là, j'ai trouvé, par exemple, cette pub qui marque carrément qu'avec ces compléments, la peau est protégée, mais ça, c'est vraiment archi faux. Hein, donc, c'est hyper dangereux, justement, en plus de véhiculer ce genre de message, parce que ça n'offre aucune protection à la peau. Et les cabines de bronzage artificiel, alors, je ne sais pas si on a la politique, mais vraiment, ça a été prouvé, c'est dangereux hein, pour la peau parce que c'est des UV donc artificielles, ça fragilise la peau, ça ne la protège pas du tout, ça ne prépare pas du tout la peau, ça va accélérer le vieillissement cutané et souvent en fait c'est des populations jeunes qui en recours, en tout cas en métropole, et ça augmente, ça a été plein de prouvé aussi, ça augmente là par exemple, il y a un chiffre de 69% du risque de cancer de la peau chez les moins de 30 ans. Donc vraiment, c'est une très mauvaise idée. Et je peux dire aussi que quand on est bronzé, on a l'impression qu'on ne prend plus de coup de soleil. On se dit c'est bon, je suis bronzé, je suis protégée. Les mélanocytes, en fait, je vous ai montré les cellules de bronzage, ils produisent plein de pigments, vous êtes bronzé, pour protéger vos cellules. C'est-à-dire que pourquoi vous êtes bronzé? Parce que votre peau est en train de se dire faut que je me protège parce que sinon les UV attaquent vos cellules. Quand on est bronzé, il y a certains UV qui sont un peu bloqués, donc vous ne prenez plus de coups de soleil, mais les UV qui induisent les cancers, ils passent encore. D'accord? Ils passent beaucoup. Les UVA qui entraînent des atteintes de vos cellules, ils passent. Quand vous êtes bronzé, vous n'avez pas de coup de soleil, mais vous abîmez quand même votre peau. Donc on a l'impression de se dire c'est bon, je ne bois plus, donc je peux m'exposer, mais c'est faux. Et les cabines UV, c'est le principe. Non seulement vous prenez, et en plus les gens disent c'est bon, je suis bronzé, ou j'ai mes photos préparant, mais en fait vous prenez quand même les UV, ils abîment quand même votre peau sur le long terme, et après votre cancer carrément. Donc, petit aparté sur des lampes UV qui sont utilisées en anglerie, hein, parce que du coup, c'est vrai que ça se fait de plus en plus et ça permet donc d'avoir un durcissement de pose plus rapide, mais il a été prouvé en fait hein, que voilà, c'était pas sans risque et que ce qui est recommandé, c'est de ne pas faire plus de 7 séances par an au maximum, parce qu'au-delà, les UV peuvent à long terme favoriser le développement d'un mélanome de l'eau. C'est pas mal de le savoir. Pareil, là, ça s'adressait surtout aux tatoueurs, parce que c'est vrai qu'en Polynésie, on a vraiment la culture du tatouage. Hein, et voilà, ce qu'il faut juste savoir, c'est, nous, on n'est pas contre les tatouages, hein, mais c'est vrai que plus le tatouage va être courant, et plus ça va être compliqué pour nous de surveiller la peau. Donc déjà, il y a des règles de base, mais en général, ils le font les tatoueurs. Hein. C'est très rare qu'on voit des tatoueurs qui volontairement vont aller tatouer sur un grain de beauté, mais voilà, c'est ne pas tatouer sur un grain de beauté. Ne pas tatouer une cicatrice de mélanome, parce que pareil, une cicatrice de mélanome, on doit pouvoir la surveiller, parce qu'il y a un risque de récidive. Et ne pas tatouer une lésion qui est un peu suspecte, et ça nous est déjà arrivé d'avoir des tatoueurs même qui, avant de tatouer, disaient va voir le dermato d'abord, je vais être sûr que c'est ok. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, il faut juste, si un patient qui est truffé de grains de beauté qui ont des caractéristiques un peu ABCD ou quoi que ce soit, ça peut être bien quand même de lui dire peut-être que le tatouage, en tout cas à cet endroit-là où il y a beaucoup de grains de beauté, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, il y a des grains de beauté qui continuent d'apparaître, donc même le fait de tatouer à un moment donné sur une zone qui est saine, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres grains de beauté qui apparaissent dessus, et nous par contre après ça c'est difficile pour nous de les surveiller, de les regarder au dermoscope. Voilà, pour nous c'est plus compliqué après pour la prise en charge des dépistages. Voilà. À vous. Vous avez peur? Hop, il est où le mélanome? Levez la main vers le mélanome. Ouais, bravo. Et à droite, c'est quoi? Le kératoséborique. C'était sur le aussi. Je l'ai fait, c'est sûr. Il est où le mélanome?
C'est la lésion qui est foncée, qui est noire sur par la main. D'accord? L'autre, c'est un cancer de la peau, vous avez bien fait de l'envoyer parce que les deux sont des cancers de la peau. Sauf qu'à droite, vous savez, c'est le carcinome qui est superficiel, qui fait des petites croûtes, qui est rouge, qui guérit pas. On dirait presque de l'eczéma, du psaume. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est le carcinome et ça, c'est le mélanome. D'accord? Le carcinome, c'est un carcinome superficiel, la petite croûte qui guérit pas, qui saignote, qui se coince. On a mis la crème, des cortisoniques, des trucs, des antifongiques et ça passe. D'accord? Ouais, c'est que je pense que les photos, elles ont des. Vas-y, encore. Vas-y. Il est où le mélanome? Ouais, par là. Ok. Donc ça c'est un dubreuil et ça, je sais pas ce qu'il y a de fond les biensons, c'est des kératoséboriques. D'accord. Chez les peaux très foncées, les phototypes 3, 4, 5, il y en a souvent sur le visage. Chez les peaux claires, les peaux pâles, c'est souvent sur le tronc. Il y en a souvent après les grossesses qui disent j'ai plein de trucs marrons qui sont apparus et donc c'est plus souvent sur le corps. Et les peaux foncées c'est sur le visage, mais après il y en a partout. Il y en a très très souvent dans la tête aussi des kératos sur la lisière du cuir chevelu. Donc c'est ces petites croûtes un peu noires, épaisses, presque grattées à l'ongle pour les décoller. Ça vous donne envie. Hop, il est où là le mélanome? Dans les deux taches qui sont dues au soleil, lesquelles vous la trouvez plus suspecte? Par là. Pardon. L'autre, vous voyez, tout homogène, tout clair. Ça c'est quoi? Grain de beauté, kératose, carcinome? Oui, kératoséborique. Tout à fait. Il y en a plein sur le visage. Là, où est-ce qu'il est le mélanome? À gauche. Là. Et ça, c'est quoi? Un hématome sous-aguerre. Donc ça, en fait, souvent les gens, ils s'en rendent pas compte parce qu'en fait, ça fait pas forcément mal. C'est pas comme si vous prenez un parfum sur le pied, vous allez hurler de douleur, vous allez voir ça, vous dites je sais ce que c'est le parfum. Par contre, si vous faites une randonnée pendant 3 heures, une course, et que là, vous descendez, vous arrivez, voilà, et puis 2 jours après, quand vous regardez votre pied, vous faites oh, mais qu'est-ce que j'ai là? Et en fait, il y a des micro-traumatismes, surtout quand la tablette indienne est un peu trop longue, ça tape dans la chaussure. Ça saigne sous l'ongle, on ne s'en rend pas compte, ça fait pas mal, mais ça fait cette grande tache bleue et là, il faut attendre que tout l'ongle repousse pour que l'hématome s'en aille. Alors que là, vous voyez, c'est une tache vraiment hétérogène, chronique, qui évolue depuis longtemps. Et au début, c'était juste une bande, et ça s'étend de petit à petit, c'est pas du tout la même histoire. Il est où le vieux petit canard? Vous voyez tous? Bah voilà, vous voyez, nickel, il est là. Ça nous saute aux yeux, pourtant il y a plein de grains de beauté. Vous voyez le petit canard, c'est le truc que vous regardez, et nous c'est pareil avec la loupe, il y a un pH qui dit si tu passes un médecin, plus de 10 secondes à regarder avec la loupe, c'est que c'est pas bon. D'accord? Donc ça va vite en fait, ça va assez vite, et dès qu'il y en a un qui est différent, on s'attarde dessus. Après, il est où le vilain petit canard? Ouais, ok? C'est pas évident, après quand on met la loupe, on le voit. Bon, là, il n'y a que celui-là sur la coupe, c'est facile à voir. D'accord? Il y en a parfois qui n'en ont aucun, et d'un coup, paf, le truc est apparu, là vous dites non, c'est pas possible. Donc, nouveau. D'accord? C'est quoi cette tâche? Vous direz quoi? Facile. C'est pas facile, c'est un mélanome. D'accord? Du bas du dos, c'est une dame qui ne regardait jamais, vraiment située ici, qui traînait, et elle n'avait jamais vu, elle s'est pas du tout ce qu'elle avait dans le bas du dos. Ça vous dirait quoi? Cancer ou pas? Carcinome vasocellulaire. Super. Ça a cancer ou pas? Ouais. Carcinome superficiel. Ça coûte, ça saigne, ça guérit pas. C'est tout? Bon, bah ça va. C'est pas si long le quiz. Vous voulez raccourcir. Vous avez été super fort. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Une question. Est-ce que le tatouage ou une épilation laser sur le carcinome ou sur le mélanome, enfin peu importe, aggrave non, pas rien sur le. Non. Une fois qu'il est là, c'est que la peau elle a déjà été lésée avant et après, moi j'ai pas fait mes études de littérature, je ne fais pas trop de laser dépilatoire ou tout ça. Je ne sais pas si c'est la question qui se pose, c'est est-ce que le laser est dangereux et peut induire le tatouage? Non. Le laser, je ne sais pas. Mais Non, le laser n'induit pas. Non. En tout cas, ça n'induit pas les cancers et quand le cancer est là, de toute façon, il évolue trop, on peut tatouer dessus. Mais c'est sûr que oui, c'est pas l'idéal. Hein. C'est sûr que de toute façon, même normalement, quand il y a du laser qui est fait, ils doivent éviter les grands côtés, hein, par précaution. Nickel. Oui. Si je peux me permettre. Un but, je pratique le laser médical pour l'épilation définitive. De toute façon, si je vais former, j'ai l'interdiction de passer sur les grains de beauté. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est pour les protéger parce que justement, le laser est attiré par le naturel français, on va venir éviter de devenir encore plus abîmé.
Je crois que oui, enfin, je sais pas s'il y en a qui. Enfin, les cramotés, en tout cas, il faut les éviter. Et des fois, il y a des zones, c'est pas évident, donc on doit mettre un petit scotch dessus. Donc, Oui, voilà, c'est ça, je crois qu'il y a des crayons blancs aussi qui existent. C'est vrai qu'on ne fait pas de laser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi je me demandais, vous voyez qu'il y a parfois des applications sur téléphone ou site internet qui indiquent les UV dans la journée pour savoir si c'est pas bon. Est-ce que ça concerne que les UVB ou est-ce que c'est aussi sur les UVA, c'est-à-dire si un UV de 2, si on peut dire j'ai faux résultatrice ou les UVA parce quand même. Je sais pas quel est le Ça peut être les deux. qui font une poule. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça va répondre par rapport à l'indice UV. Non, moi j'ai pas 7 ans. Je pense pas que tu puisses séparer les A et les B. En fait, c'est juste. L'indice UV, c'est une puissance de rayonnement. Et en fait, les B, ils vont aller moins profond et les A, ils vont plus profond. C'est pour ça qu'ils alignent tes cellules, alors que les B, ils sont, voilà, c'est ça, ils sont superficiels. Donc en fait, c'est juste une puissance du V. Et en fonction du V, le A, il va aller en profondeur sur tes cellules. Et le B, il va faire ton bronzage. Le A, il fait ton coup de soleil, c'est-à-dire que tu chauffes, tu brûles, et il détruit tes cellules. Le B, il fait que tu bronzes. Mais tu ne peux pas dissocier les deux. Les deux sont ensemble. Et si on fait 100% pour les deux, il y a 85% d'UVA, ou même 90% d'UVA, et 5% d'UVB, 10% d'UVA. Donc il y a toujours beaucoup plus d'UVA que d'UVB. Et comme vous l'avez dit, les UVA, c'est les plus dangereux. Parce qu'ils traversent tout. Ouais. Ça, c'est la liste de voitures. Donc, ceux qui font 45 minutes avec le soleil dans un sens, dans l'autre, on voit beaucoup d'infirmières qui disent tous les matins je faisais dans le sens, et du coup il y a un côté qui est beaucoup plus aligné que l'autre. Moi souvent je me dis que ça devrait être autorisé de teinter extrêmement, parce que ici alors on peut y laisser sur l'intérêt. On fait beaucoup de voitures et ça réserve les vitres. Il y a une question sur la dominance de l'utilisation des solaires. Alors, outre les IAM, si tu es exposé dehors, en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Les études, elles sont faites, c'est-à-dire que les SPF, l'indice UV, c'est fait dans des laboratoires, c'est-à-dire la couche d'épaisseur de crème, combien de temps ça va durer pour que tu prennes un coup de soleil. Donc c'est ce qui fait un peu la puissance des filtres solaires de 30, de 50, de machin. C'est la capacité que ça a à bloquer les UV, d'accord? Donc les 30, on dit qu'on bronze, franchement ça sert à rien ici, on est tous 50 parce que vous bronzez quand même. Donc ça c'est clair. Après, en fait ça dépend. Moi je dis aux gens, on dit toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, en fait ça dépend. Parce qu'il y a certaines crèmes, si vous ne transpirez pas, vous ne prenez pas tant que ça le soleil, elle va durer, elle va être thermostat plus longtemps. Il faut savoir que il y a 2 types de crèmes solaires, il y a les crèmes minérales et les crèmes chimiques, on appelle, ça fait peur. Mais voilà, les minérales c'est un effet miroir. C'est-à-dire que vous êtes blanc, le soleil, il part, il rebondit, vous ne prenez pas trop de soleil, vous protégez vos cellules. Les filtres chimiques, on met de crème, le soleil tape, il est dégradé par le filtre chimique, il n'attaque pas vos cellules. Le problème c'est que ce pouvoir-là de dégradation en fait, des UV, s'abîme avec le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut en remettre régulièrement. Si vous en mettez le matin, à 18h, vous aurez déjà consommé votre filtre chimique, il sera plus efficace. Si vous allez dans l'eau, vous allez retirer 50% de la crème en sortant de l'eau, vous allez avoir 50% de crème, donc du coup, vous allez pouvoir prendre 50 fois plus de coups de soleil. Donc ça dépend, les gens qui transpirent beaucoup, qui font du sport, qui font des trucs, ils vont en faire forcément plus. Donc tous ceux qui sont dans l'eau, qui naviguent, qui kayak, qui volent, qui transpirent, j'ai envie mettez le minéral parce que c'est ce qui va tenir le plus, qui va moins dégrader. Et maintenant, il y a même des crèmes solaires qui sont water résistantes, donc en fait, ils font en sorte que justement, ils se diluent le moins possible, qu'ils restent le plus. Par contre, c'est hyper pâteux, c'est gras, c'est pas agréable, ça colore les dents, c'est horrible, mais au moins ça tient. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir la protection physique en fait. Mais donc, il n'y a pas de vraie règle. Je ne peux pas dire toutes les 4 heures, toutes les 2 heures. Tu fais, voilà, c'est sûr que si tu vas dans l'eau, bien mettre 30 minutes avant d'aller dans l'eau aussi, parce que si tu mets que tu vas dans l'eau direct, toute ta crème, il faut attendre qu'elle pénètre et qu'elle se fasse la barrière en fait protectrice. Et après, il y a aussi des dispositifs médicaux qui sont des crèmes un petit peu particulières. Dans le public ciblé, c'est en théorie les patients qui ont eu déjà des antécédents de cancer et qui, eux, en fait, on leur dit de l'appliquer tous les matins, en fait, et qui normalement tiennent aussi plus longtemps. Donc, c'est tout ce qui est Actinica, Acacécure, c'est des dispositifs médicaux. C'est des crèmes qui sont plus stables, qui durent plus longtemps, mais elles font un petit peu blanches parce qu'il y a aussi les Guéraud d'un petit, je sens que c'est un peu blanc, les gens le disent, mais après, il y a la crème en mégot. Ça marche? C'est chimique, c'est un filtre chimique, c'est pas minéral.
Celle où t'es blanc, c'est qu'il y a des écrans, il y a des filtres minéraux dedans. Mais même maintenant, les minérales, J'essaie de faire arrive à en faire de moins en moins blanche. C'est celle où tu frottes comme ça et que tu prends là. Celle-là, c'est la bonne minérale. Mais d'ailleurs, il y en a ceux qui disaient ici qu'ils mettaient de l'espèce d'argile ou de la pâte ou des trucs bien épais pour aller dans l'eau. Et ça a marché. J'ai toujours mis ça. Il y en a, je sais plus, il y en a qui prenaient de leur crème. Je dis, est-ce que t'as pris le coup de soleil, est-ce que t'es rouge comme ça? Il dit non. Et puis je suis encore obligée de frotter pour la retirer. De toute façon, on est protégé. Donc c'est vrai que ça dépend des crèmes, ça dépend de comment tu les tapes aussi. Parce que pareil, quand je vois une fille qui met de la crème et qui fait attends, j'en mets, je dis non mais tu rigoles ou quoi? Donc tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'il y en a qui vont mettre de la crème et qui vont faire hop, non, il faut y aller, il faut recouvrir. Vous savez, les crèmes, on l'utilise plutôt pour l'eczéma par exemple, il y a le principe d'unité phalangique. C'est-à-dire quand tu mets la crème sur une première phalange de doigt, ça équivaut à 2 surfaces de main en quantité. Donc pour les crèmes solaires, c'est pareil. Si tu mets une petite pichenette, il faut au moins que ça se fasse, tu vois, ça fait 2 phalanges, c'est juste ton demi-bras. Donc une autre pichenette pour l'autre, tu vois. Donc parce que sinon, si tu mets des toutes petites quantités de crème, ton indice ne protège pas. Ça protège pas du tout. Parce que SPF 50, il y en a qui croient que ça veut dire que ça va bien protéger, mais déjà, il faut mettre la quantité, effectivement. Et ça ne veut pas dire qu'on peut plus s'exposer par derrière, en fait. C'est vraiment une fausse croyance aussi. Qu'est-ce que vous achetez pour regarder un petit peu? Dans tous les surf shops, tu penses quoi? Partout. Il faut forcément que ce soit en UV ou alors, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, en fait, les t-shirts en coton épais, foncé, ça va moins passer les UV. Si tu mets une petite chemise blanche, gris clair, t'es pas protégé du tout. En fait, ça dépend. Donc, les écrans anti-UV, c'est un processus en fait qui fait que vraiment ça te bloque les UV. Par contre, quand ton ICRA, tu l'as porté 15 jours, enfin, tu l'as porté depuis 1 an et demi, et que tu vois à travers et que tu lâches, tu peux le jeter, ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc en fait, la durée de vie des crânes, tout dépend de l'utilisation, mais dès que tu vois que la maille commence à se détendre, c'est plus efficace. Mais sur les t-shirts, ça marche. La preuve, c'est que par exemple, si tu pars en Montréal en scooter, tu vas avoir un gros coup de soleil du décolleté, le reste, tu les pars. Donc oui, le t-shirt protège. Et bien, la protection physique, c'est le mieux. Même les dames qui ont des taches ici, je leur dis, mais mettez des t-shirts un peu courts, arrêtez les décolletés là, parce qu'en fait, tous les jours, tu prends le soleil sur ton décolleté, et du coup, après, c'est tout taché. Donc, de temps en temps, la protection physique, protéger les épaules et du coup, le temps court aussi, c'est mieux. Il ne faut pas avoir toutes les épaules, le décolleté abîmé par le soleil. Les jupes longues aussi. En jupe, en fait, c'est tout ça qui fait que le soleil est en permanence et mettre des vêtements, ça protège. Après, les lycras, voilà, c'est que je pense que c'est un côté plus agréable quand tu es mouillé, que tu vas dans l'eau, tu as un t-shirt en coton, tu vois, qui colle, qui ne sèche pas. Ça juste en fait les lycras, je pense que c'est pour ça en fait. Ça marche aussi. Par exemple, par rapport à la randonnée ou oui, tu peux prendre un t-shirt en manche longue et tu verras, tu n'auras pas beaucoup de soleil. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous avez des exemples de marques pour les crèmes minérales? Il y a les laboratoires Biarritz qui sont pas mal. Ici? Là? Oui. Ah, Il y en a plusieurs. Après, je crois qu'il y a pour les enfants, il y a les Panova aussi, il me semble, à vérifier. Et après, il y a aussi les sticks. Les sticks qui sont faits en général, c'est minéral. La Biarritz, les enfants. Il y a EQ aussi, c'est une bonne marque. Juste pour commentaire, Alpha pour les enfants, j'ai testé effectivement, il y a bien cet effet blanc. Moi je trouve que c'est pas mal Alpha Nova. Après, je change aussi un petit peu parce que c'est vrai que les crèmes solaires, c'est toujours un peu controversé. On se dit qu'est-ce qu'on met sur sa peau et tout. Donc, nous, ce qu'on dit aux patients, c'est le bénéfice-risque en fait. C'est qu'est-ce qu'on préfère. En Indonésie, on est exposé aux UV. Les UV, on sait très bien quels sont les risques. Et donc, les crèmes solaires, effectivement, c'est plus ou moins chimique. Mais bon, moi, à choisir, je préfère limiter l'exposition solaire, mais quand j'ai pas le choix, j'utilise les crèmes solaires. Le soleil, c'est de la vitamine aussi. Alors, ça c'est la grande question. J'ai pas eu de mettre en vidéo facile. En fait, la vitamine D que tu as, elle vient de l'alimentation. L'alimentation. En fait, c'est l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit chez certains poissons gras qui sont riches en vitamine D, trop les. Ouais, je sais qu'on a un peu de calcium. Ouais, voilà. Je sais même plus de quel aliment, mais normalement, voilà, c'est alimentaire. Et après, quand tu prends le soleil, elle
se synthétise en forme active. D'accord? Ça la permet de se synthétiser. C'est-à-dire que tu la brûles et le soleil, tac. Pour synthétiser ta vitamine D, ici, n'inquiète pas, on la synthétise super bien. C'est-à-dire que juste 5 minutes, les avant-bras, quand tu conduis ta voiture, ça y est, tu as tout synthétisé. Par les genoux aussi. Le fait d'avoir les jambes à l'air, quand tu prends le soleil, tac, tu l'as synthétisé. On a le soleil toute l'année. Dans 3 semaines, on a la pluie, mais du coup, on n'a pas de souci, elle est super bien synthétisée. Plus les peaux sont mates, plus on dit oui, ça prend moins bien le soleil, parce que du coup, tu prends moins le soleil, parce que tu as des mélanies très sensibles. Donc les peaux noires, par exemple, ont plus de chances d'être carencées, de ne pas avoir la forme active importante, parce qu'ils sont très très mates de peau. Mais il suffit juste qu'il ait plus de soleil, et finalement, ils arrivent aussi à la convertir en forme active. Donc ici, les phototypes qu'on a, qui sont de 3, 4, même en allant au soleil, et le soleil qu'on a au quotidien permet de la synthétiser et de la passer sous forme active. Donc voilà, après, vous avez une supplémentation orale pour avoir un plus gros taux de base, et dès que tu vas au soleil, tu as la forme active un peu plus facilement. Mais on a largement assez, j'ai plus les chiffres, mais j'avais vu, parce que du coup, ils disaient pour les enfants, ils disaient en fait, je crois que les avant-bras, donc dans les coudes, juste exposés pendant 10 minutes, ou même pas 5 minutes, en métropole, en tout cas, une fois par jour, c'est bon. 15 minutes. Ici, ouais, je pense que 5 minutes matin le soir, c'est bon, elle est active. Oui. Est-ce que du coup, vous recommandez le temps de transfert sur les zones du visage, des avant-bras, C'est la grande question. Continue, je peux passer ça. En fait, ça va dépendre de ta profession. Si tu es dans un bureau de 7h du matin jusqu'à 17h, tu vois, bon, là, c'est pas forcément nécessaire. Mais bien sûr que toute profession extérieure, qui va prendre sa voiture beaucoup, ou qui va être en extérieur, oui, c'est effectivement recommandé. Et après aussi, pour les dames notamment, parce que c'est souvent l'objet, en fait, elles vont venir pour leurs tâches, mais en fait, voilà, les anti-go, les tâches solaires, ça va vraiment être en fait l'exposition au quotidien qui va les favoriser. Donc par rapport à ça, pour limiter le vieillissement cutané et tout, en théorie, oui, le fait de porter une crème solaire quotidiennement, ce serait recommandé. C'est vrai qu'ici, on prend tout le temps, donc souvent je dis aux gens, la semaine, si vraiment tu restes dans ta voiture, tu vas travailler, mais le week-end, on sort, on est à droite, on est à gauche, tu pars le matin, surtout chez ceux qui ont fait des cancers de la peau, chez qui on leur prescrit des dispositifs, vous savez, les crèmes qui durent pendant très longtemps. S'il faut que je mette ça tous les jours, je dis, oui, souvent ils sont retraités, ça dépend qui, mais quand ils ont vraiment des crèmes partout et qu'on leur en met, je dis, mais je ne sors pas au soleil. Je dis, oui, mais tu vas bien prendre ton linge, tu vas bien aller couper 2-3 plantes, tu vas bien aller faire tes courses, tu vas bien. Et en fait, rien que ça, ces petits passages tout le temps au soleil, ils n'ont pas la place. Je dis, tu passes pas chez toi toute la journée. Et donc, le week-end, on prend le soleil. En fait, on va chercher les enfants, et puis finalement, on est là, il faisait moche le matin, il pleuvait, et d'un coup, il y a le grand soleil, et là, on prend le soleil à fond, alors qu'on n'avait pas du tout prévu, on n'a pas de crème, on n'a pas de chapeau. Donc, c'est vrai que le fait de mettre tous les matins son fil, comme je dis, on met le matin, on ne sait pas combien de temps il dure. Mais évidemment, si la journée, vous n'êtes pas tant que ça exposé, on peut espérer que ce n'est pas trop consommé, que vous n'avez pas tant que ça transpiré, que vous n'êtes pas allé vous baigner entre temps. On peut espérer que sur la journée, vous avez quand même une protection du soleil qui évite le vieillissement et les taches. Donc c'est pas mal. Après, il faut trouver celle qui convient, qui n'est pas trop grasse, qui plaît. Donc ça, collègue pharmacien, vous avez parfaitement toutes les crèmes qui existent. Il y en a beaucoup, mais ils essayent de faire justement en sorte, pour un usage quotidien, d'avoir des crèmes de plus en plus adaptées qui ne sont pas vraiment dans la gamme solaire. Parfois, c'est dans les crèmes de jour avec l'indice solaire. Donc, prenez bien SPF 50+, parce que le travail est bien, et comme ça, la gamme est un peu plus agréable. Dans les filtres solaires aussi, bon, après, on va parler pendant longtemps, vous allez peut-être en avoir marre, mais dans les filtres solaires, parce que j'ai dit ça à une dame qui m'en a parlé cet après-midi, en fait, par exemple, aux États-Unis, je ne sais plus combien il y a de filtres solaires autorisés, mais genre 30 ou 50. En France, c'est réglementé, c'est-à-dire qu'il y a de 14 à 20 filtres solaires maximum autorisés sur le marché. Toutes les crèmes que vous achetez qui viennent de France, c'est limité, c'est-à-dire que les filtres ont été testés chez ceux qui ont fait des réactions, qui sont cancérigènes, qui sont tout ça, c'est évincé. Alors qu'une crème que vous achetez aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, c'est pas du tout la même réglementation. Donc faites attention à ça. Et normalement, toutes celles que vous utilisez, ils en ont, je ne sais plus combien c'est, 14 ou 16, ils en choisissent 4, 6, qui mettent dans des crèmes. C'est pas forcément les mêmes. Donc il y a certaines personnes qui peuvent réagir à des crèmes solaires en faisant de l'eczéma, ils ne sont pas allergiques à toutes les crèmes. Il faut, je dis, mettez-la de côté, prends une photo et puis essaye une autre. Donc, et avec d'autres, ça se passe très bien.
Genre, et ma fille, par contre, quand je mets une crème, c'est vrai qu'elle est toute rouge, enfin, elle a complètement réagi, et d'autres, ça marche très bien. Donc en fait, il faut juste regarder, enfin, vous pouvez pas regarder, mais il y a certaines crèmes pour lesquelles on réagit, d'autres non, ça dépend des filtres dedans, des composés, de ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas que les filtres qui font réagir aussi. Donc pour des crèmes de l'usage quotidien ou chez les enfants, c'est vrai qu'il faut tester, avoir sa crème, celle qui convient, qui ne réagit pas, qui n'est pas trop collante, qui n'est pas trop grasse, qui ne brille pas trop. Donc voilà, ça c'est, il y en a beaucoup, il faut les tester. Et... Une dernière question sur les visages qui apparaissent avec le soleil qui sont en influence. Le mélasma. Le mélasma. Le masque de la oui, voilà, genre les millions de doigts pour la grossesse. Oui. Comment ça les explique? Alors, c'est polyfactoriel, on ne comprend pas encore tout au mélasma, parce qu'effectivement, il y a a priori pas hormonal, notamment pour la grossesse, ça survient. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut une protection solaire drastique, quotidienne, et vraiment se protéger au maximum, parce qu'après, on a des traitements pour le traiter, mais qu'il y a un gros risque de récidive dès la moindre exposition solaire. Donc vraiment, c'est le mélasma, ça va vraiment être, il faut une crème solaire qui soit, c'est précisé en général contre les taches, ça va vraiment être un solaire contre les UVA, les UV, la lumière bleue, la lumière visible en fait. Voilà, pour vraiment que ce soit précis. Est-ce que vous conseillez des compléments alimentaires et ou des aliments tout court pour prévenir le cancer? Il y a juste Ah oui, l'imitation, en fait, il y a c'est vrai qu'en Libanais, il y a une vitamine, d'ailleurs, qu'on a fait venir sur le territoire. Je trouve ça patient, je fais des tests. En fait, la vitamine PP, vous savez, les gens qui étaient carencés à l'époque en cette vitamine PP prenaient des coups de soleil d'enfer. Donc souvent, c'était des alcools d'avagie qui mangeaient très mal, équilibrés, qui avaient des grosses carences en vitamine PP, ils étaient brûlés. En fait, la vitamine PP a un rôle photoprotecteur. On l'a dans l'alimentation équilibrée, parce qu'on n'est pas alcoolotavagique, voilà, on en a naturellement. Mais il y a certaines études, notamment aux États-Unis, qui ont montré qu'en prenant 1 gramme par jour systématiquement de cette vitamine PP, le taux de kératose actinique, les croûtes qu'on voyait au soleil, les carcinomes basocellulaires, pas pour les mélanomes. Ce qui est carcinogène, c'est diminué de 20 à 30%. Donc c'est pas mal, sauf qu'en France, les études qui ont été faites n'ont pas été forcément aussi concluantes. Alors après, je pense que le microbiome, la niacinamide, tout ça c'est bien élevé, et peut-être qu'en fonction de la vitamine sous quelle galénique elle est donnée, elle est plus ou moins efficace. Parce qu'on sait par exemple la vitamine D, par exemple le tariféron est très mal absorbé, la quantité qui est efficace est infime. Et je pense que dans la niacinamide c'est pareil, il y a des molécules qui ont été commercialisées qui sont moins efficaces, et le taux de vitamine est moins important quand on le donne par la bouche que d'autres. C'est vrai qu'on a fait venir. Mais en tout cas, c'est pour des populations particulières, pas pour des ceux qui ont déjà fait les carcinomes, parce qu'il y a beaucoup de kératose actinique. Et de carcinomes. Il y a certains patients, on les voit tous les 3 mois, 6, et tous les 3 mois, il y a 2 carcinomes. 2, 3, il y en a 2 aujourd'hui, on vient d'entendre encore 2, et puis voilà, et puis on opère, et on traite, et franchement, ils en font plus, hein. À chaque fois, ils disent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis souvent ils disent mais je ne prends plus le soleil. Je dis je sais, mais tu l'as pris. Donc en fait c'est un peu, je leur donne l'exemple d'un vase qui est plein. Je leur dis là en fait ton vase tu l'as rempli, il déborde, et quand il déborde tu fais plein de carcinomes. Il faut vraiment maintenant ne plus aller au soleil, faire très attention, protéger à fond ta peau, et avec un peu de chance ton eau va s'évaporer, tu vas redescendre ton niveau. Mais tu es déjà bien haut dans le vase. Tu l'as rempli depuis que tu es tout petit, et à chaque fois tu remettais un verre, et là ça déborde, et tout sort maintenant, alors que maintenant tu vas plus au soleil. Donc ça c'est vrai que ça joue beaucoup, et c'est chez ces gens-là on leur donne effectivement beaucoup de cette vitamine pour éviter. Mais dans le reste de l'alimentation, on n'a pas spécialement d'autres producteurs. Donc c'est pas un mythe le capital soleil là? Non. Et comme on a montré dans les phototypes, par exemple celui qui est mou, du coup il va l'user beaucoup plus vite que celui qui a, il va user son capital. En fait, ces mélanocytes sont moins nombreux et produisent une mélanine qui n'est pas efficace. C'est la eumélanine versus la phénomélanine, on s'en moque, mais c'est une mélanine qui n'est pas bien efficace. C'est-à-dire qu'elle ne filtre pas beaucoup les UV, donc son rôle de barrière pour les cellules, il est mauvais. Donc il est mauvais. Et plus tu as la peau mate, plus tu fabriques de la mélanine qui est bien costaud, bien épaisse, et donc ton capital solaire est meilleur. Le problème, c'est qu'il y en a un 32 ans, qui pêche depuis je ne sais pas combien de temps, peau très foncée, 3, 4, gros baso ici. Parce qu'il pêche
sur le bateau, sur le petit, toute la journée, depuis l'âge de 16 ans, il en a 32. Donc au bout d'un moment, lui, ça y est, c'est fini, il a quand même réussi à allumer sa peau. Donc on a un capital soleil, et tout dépend comment tu l'utilises. Mais plus tu as la peau claire, plus tu vas l'utiliser vite. Plus c'est foncé, plus tu vas mettre un peu plus de temps, mais tu peux aussi. Et à partir du moment où on a diagnostiqué un mélanome ou même un carcinome, tu disais qu'il faut opérer rapidement. Dans les délais en Polynésie, si demain je vais en dermato et il trouve un mélanome ou un carcinome, je peux espérer dans combien de temps? Alors, tout dépend de l'agressivité. Si c'est un mélanome, Parfois on est un petit peu sûr, parfois on est très très sûr. Et on va dire, tu reviens demain ou la semaine prochaine, je le retire, parce qu'on veut le retirer le plus vite possible. Si c'est un carcinome, le vasocellulaire, on a le temps. On n'est pas trop pressé. Il faut le faire parce qu'on sait que ça grandit, mais on a quand même quelques mois pour le faire. L'épidermoïde, celui qui est chez la peau tout brûlé par le soleil, chez les papilles, ça va plus vite et donc on essaie de le mettre plus rapidement. Donc en fait, on va mettre d'abord le mélanome plus vite parce qu'on veut vraiment qu'il ne soit pas trop épais pour pas qu'il ait brise à enlever les passages après. Donc on essaie de le prendre le plus rapidement possible. Voilà. Après l'épidermoïde, on essaie de le mettre rapidement et le vaso, on le perd, mais on a quand même. On n'est pas une semaine. Quand même, mais parfois on peut mettre un mois et demi, c'est pas grave, hein, puis les gens qui sont opérés de vaso. Parce qu'en un mois et demi, il n'a pas beaucoup changé de taille. Tu vois, ce qu'on veut, c'est qu'il n'ait pas le temps de trop grandir. Voilà. Et du coup, à quelle fréquence on va envoyer les patients consulter chez le dermatologue, qui par exemple sont des professionnels qui sont en extérieur souvent, qui sont encore jeunes, qui n'ont pas forcément de problème? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on va leur dire de venir tous les ans pour se faire contrôler? Tous les 2 ans? Est-ce qu'il y a une fréquence particulière? Le plus important, c'est vraiment le message de se protéger au maximum. Plus ils sont jeunes, en fait, se protéger au maximum et se surveiller la peau. Parce qu'en fait, le dépistage systématique de toute la population, de toute façon, on ne pourrait pas le faire parce que, mais les gens qui sont beaucoup exposés, il faut qu'ils se surveillent la peau, il faut qu'ils se protègent. Et après, ceux qui ont beaucoup de grains de beauté, un dépistage au moins 1 fois par an, je pense que c'est une bonne idée. Mais c'est sûr que c'est pas, le message, c'est pas qu'il faut que tout le monde vienne nous voir. Encore que c'est vrai qu'en Polynésie, il y a quand même une exposition qui est très importante. Mais c'est se surveiller et consulter surtout s'il y a quoi que ce soit de nouveau qui se modifie. Voilà. Et après, les gens qui sont truffés de grains de beauté, les gens qui ont 50 ans, et ça se voit en fait, il a beaucoup trop le soleil, eux oui, il faut qu'ils soient vus au minimum 1 fois par an, et en général, après on leur dit, tu viens au moins 1 fois par an, entre-temps tu te surveilles, ou alors après on rapproche les surveillances, quand il y a les thérapies actives dont tu as parlé solaire, on les voit au minimum tous les 6 mois. Et après, il y a plein de patients qu'on suit tous les 3-4 mois en fait, parce qu'on ne peut pas espacer plus, parce que sinon il y a toujours quelque chose qui apparaît. Si la consultation dermato, il y a toujours un message chez les journalistes? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et puis en plus, les patients qui sont suivis et qui vont au cabinet, dans le cadre du suivi, il n'y a pas besoin. Non, alors ça avait été mis en place par la CPS il y a 2 ans, je crois, et c'est censé être remis en place, mais pour l'instant, on n'a aucune info, donc c'est possible directement. Il y a beaucoup de dermatos sur Tahiti. On est 7. On a la liste sur la table ici. On a vu qu'un mélanome pouvait induire des classages et un carcinome de cristal. Le gentil, le vasocellulaire, jamais. Franchement, à moins que ce soit des formes très très évoluées, jamais. Et l'épidermoïde, son petit cousin, lui, il peut faire des ganglions. Il envoie facilement dans les ganglions. Et souvent, c'est des lésions qui sont très très grosses ganglionnaires. Par exemple, pour un monsieur qu'on avait sur un jour qu'on a opéré, il était assez agressif, son carcinome, et 6 mois après, il avait un gros ganglion sur la jambe. Et du coup, là, il allait assez vite, donc on n'a pas pu l'opérer. Ce ganglion était trop important avec les vaisseaux, donc il a été traité par immunothérapie. Voilà. Donc l'immunothérapie qu'on voit de plus en plus dans les cancers, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, on booste l'immunité des gens, qui détruisent tout seul en fait le cancer. On active l'immunité à fond. Et donc ça, par chance, il a répondu, et donc ça a répondu, mais l'épidermie lui envoie des ganglions. Le mélanome, quand il est métastatique, il peut en envoyer partout dans l'organisme, partout. Et les carcinomes, souvent, c'est loco-régional. C'est-à-dire que si on a un cancer du bras, ça va être le ganglion là, on en doit surveiller. Si c'est sur l'oreille, ça va être dans le cou ou ici. Si
c'est d'eau, bah, ça peut être un peu partout. Quand on demande des aires de drainage. On a des aires embryonnaires ici, là, et en sous-sphère. Donc on regarde le premier ganglion qui a été drainé, le plus proche, et on demande aux patients de regarder, de palper en fait leur ganglion, de voir. Et souvent quand c'est des carcinomes épithermoïdes un peu qui ont des chances de récidiver, parce que nous on a des groupes après, il y en a qui ont des carcinomes épithermoïdes qui sont assez bien différenciés, qui sont pas trop élevés, c'est d'autres qui sont très très moches, mal différenciés, et eux peuvent facilement venir. On peut leur faire des échos régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de ganglion qui arrive, et qu'il y en a un, on peut en changer. Mais c'est rare, il peut en envoyer à distance, mais c'est plus rare. C'est surtout local et régional pour les carcinomes, et les mélanomes, c'est à distance très rapide. Le ganglion aussi, mais c'est très vite à distance. Parfois en chantant même le ganglion, ça peut aussi. Et qu'est-ce qu'on met sur un coup de soleil Qu'est-ce qui est le plus De la crème solaire avant. De la crème solaire avant. Le soleil, la peau elle était brûlée, elle était molle, il faut mettre une crème cicatrisante, préparatrice. Important. Nous, on ne veut pas avoir de soleil. C'est ça, il y a pas de règle. En fait, attention, c'est comme si t'es brûlé. En fait, ça ne changera rien au zéro dommage que ta peau a pris. Enfin, peu importe si tu as payé par dessus. Non, il faut pour pas éviter, éviter, c'est la crème. Ouais. Prévention. Et puis surtout qu'il y en a beaucoup, vous savez, qui prennent des coups de soleil des épaules et après, elles peuvent mouiller le dos taché, qui gardent les taches tout le temps. Un coup de soleil suffit pour être tout taché après le dos et dire ah oui, j'ai pris un coup de soleil en snorkelant à Montréal et après c'est fini, le dos il est toujours taché. Et là, nous, on ne peut pas les faire partir. En fait, avec les lasers supplémentaires, elles arrivent, mais là c'est fini. Je dis bah non, c'est trop tard, non, je la garde. Donc, tu les as pris soleil, des trucs comme ça. Donc c'est bon, c'est bon. Bon, merci d'être venu en tout cas. Hein. Merci encore. Il y a sur la table, vous avez deux présentations. On vous a fait un petit livret avec les